et de non-camarades dans la rue. Mais comme on dit, ce n'est pas un impôt, c'est une cotisation, circuler, il n'y a rien à voir. Donc la manière de poser des questions change la réponse. Sur l'innovation, je n'insiste pas, et j'arrive à mes cartes parce que c'est très important. Alors là, la carte qui circule de France Stratégie, qui est un véritable scandale pour moi. On vous montre que finalement, il y a une concentration des créations d'emplois dans les métropoles qu'on a créées. Quand vous regardez la carte réelle, vous finissez par le croire quand vous voyez la métropolarisation des activités. Quand vous regardez la carte réelle, vous constatez que le Havre et Rouen, le Havre c'est intéressant parce que c'est la zone du Premier ministre, ils sont en pleine chute, en plein effondrement en termes d'emploi, contrairement à ce qu'on raconte. Et puis donc toutes les métropoles ne sont pas créatrices d'emplois, mais il y a aussi des métropoles qui ne créent pas d'emplois, et il y a aussi des emplois qui se créent ailleurs que dans les métropoles. Et notamment, il y a du jaune, pas simplement à Rennes et à Nantes, mais aussi à Vannes, à Lorient, et puis si vous regardez ce que j'appelle le Choletais vendéen, voilà, ça marche. Alors, et c'est des villes de 5 à 10 000 habitants, donc c'est vraiment le bit de la taille critique. Je ne parle pas de Vitré, du pays de Vitré, il y a 5% de chômeurs et 42% d'emplois industriels. Mais il y a 30 ans d'action d'un homme qui s'appelle Pierre Ménury, heureusement qu'on ne l'a pas dégagé. Parce qu'on a un bon et qui veut rester, on garde. C'est pas la peine de changer les bons. Alors, la carte aussi qui est ressortie récemment, qui montre que parmi les villes moyennes, les petites villes qui se développent, il y a Toulouse, Montpellier, Nantes, Dijon, Lille, Bayonne. Donc des villes qui sont finalement résidentielles, où on attire de la population, mais aussi des développements d'activités industrielles autour des acteurs qui sont souvent centrés d'ailleurs sur une réalité historique, car Bayonne, c'est aussi le Pays Basque Nord, comme disent des... C'est-à-dire que c'est aussi un fort attachement à un territoire et une identité qu'on a refusé de reconnaître en tant que telle. À l'inverse, on voit que Limoges, je suis désolé, madame, La Rochelle, Nancy, Poitiers, etc. On voit que tout le nord et l'est vont pas très bien. Alors, j'ai demandé à l'IEURIF, vous savez pas ce que c'est que l'IEURIF, c'est pas très grave, mais c'est un institut d'aménagement de l'Île-de-France, de regarder comment ça se présentait. Et effectivement, il vous montrait clairement que ce qui augmente le plus, c'est des grandes métropoles, y compris l'Île-de-France à droite, mais que parmi les petites villes, il y en a beaucoup qui vont mal, mais il y en a aussi qui vont très bien. Donc il n'y a pas de fatalité, et ça c'est un message porteur d'espoir, c'est qu'est-ce que je peux faire là où je me trouve pour faire en sorte que je m'en sorte. Un autre message qui a été porté aussi, quand on regarde l'emploi hors des métropoles entre 1975 et 2011, on voit qu'hors des métropoles, il a augmenté plus que dans les métropoles. Donc on nous raconte des salades, il faut arrêter avec les métropoles. Il faut arrêter, parce que c'est un coût énorme pour la collectivité, d'autant qu'en plus, vous allez voir les statistiques, quand vous demandez aux habitants qui s'en vont, les jeunes qui s'en vont des territoires et les retraités qui s'en vont, tous ceux qui le peuvent fuient le nord et l'est, et tout particulièrement l'Île-de-France. Vous allez voir la carte ici. J'ai dû la masquer. Bon, tant pis. Je l'ai masquée, tant pis. Ils le fuient. Donc, tous ceux qui le peuvent fuient l'Île-de-France. Et donc, il faudrait essayer d'accompagner, de répondre, notamment avec le TGV et autres instruments, permettre aux gens de vivre ailleurs et autrement, dans de meilleures conditions d'habitat. Il y a un moindre coût pour la collectivité, mais ça, c'est pas du tout pensé par nos technocrates qui regardent les choses de façon complètement abstraite. Il y a une conjonction, donc, le coût des infrastructures et du logement, la fuite des familles avec enfants, et malheureusement, il y a une carte qui me manque, mais je croyais l'avoir gardée. Et donc, je voudrais aussi insister sur le fait que dans les entreprises de ce pays, si j'enlève les auto-entrepreneurs, parce que c'est une connerie, ça c'est n'importe quoi, les auto-entrepreneurs, oui, il y en a la moitié qui font zéro chiffre d'affaires, et il n'y en a que 4% qui changent de statut. Donc arrêtons de dire qu'on est bon pour la création d'entreprises, c'est n'importe quoi. La réalité, c'est les moins de 10 entreprises font 95% des entreprises de ce pays. Et donc c'est bien d'elles dont il faut s'occuper. Puis on a un problème spécifique, c'est qu'on n'a pas assez d'ETI, d'entreprises qui sont arrivées à une taille suffisante. Donc c'est des problèmes d'accumulation, de transmission, etc. Et d'action entre les grandes entreprises et les petites. Donc là c'est vraiment un travail, il y a des groupes qui travaillent là-dessus, un travail très important. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'ai dit ce que je voulais dire à peu près en guise d'introduction, et je pense que c'est plus important ce qu'on va entendre maintenant. Merci. Merci Michel.
Bon, alors on va entamer le débat. J'ai envie de commencer avec vous, Monsieur Brassard. Alors vous êtes confronté, pardon, oui. Vous êtes confronté à un double. Alors vous allez réagir probablement à ce que Michel Godet vient de présenter. Vous êtes confronté à un double problème. C'est que la révolution numérique, eh bien, elle vous touche de plein fouet. Quasiment autant que moi, et enfin que mon métier. Et en plus, vous avez ces problèmes de rééquilibrage des territoires avec des mouvements de population qui fait que ça doit être très compliqué pour vous, eh bien, de se projeter dans un avenir. Surtout que vous devez rendre des comptes, hein, à un actionnaire qui s'appelle l'État. Oui, c'est compliqué. Autre question? Alors, en fait, je vais aborder le sujet autrement. C'est que c'est vrai, la Poste est confrontée à la problématique du numérique. C'est vrai que la Poste est confrontée à la problématique de la mondialisation. Mais heureusement, il y a un fils naturel à la fois du numérique et de la mondialisation qui est le e-commerce. Et donc, notre premier mouvement, ça a été d'accompagner la mondialisation, et donc de s'implanter dans les différents pays du monde pour surfer sur la vague de commerce. Alors, je vais donner quelques chiffres, parce que je suis aussi directeur financier, m'en veuillez pas, ça ne va pas durer. Enfin, pour les chiffres, pour directeur financier, j'espère quand même un peu. Donc, on fait 6 milliards de chiffre d'affaires à l'étranger. On a 22 000 salariés à l'étranger. La Poste possède le deuxième opérateur de colis en Russie, en Angleterre, en Espagne, premier en Portugal, troisième en Allemagne, deuxième en Grande-Bretagne, enfin, etc., etc. 4, 5e au Brésil, on possède 40% du deuxième réseau de franchisés en Inde, etc., etc. Donc, vous voyez cette problématique-là qui est de dire, certes, l'activité courrier... Sous l'enseigne de la Poste, à chaque fois. C'est des filiales de la Poste. Donc, en fait, on a un groupe qui s'appelle Géopost et la marque, c'est plutôt TPD. Mais ça n'a pas tellement d'importance, la marque. Donc voilà, on s'implante avec des entreprises locales, essentiellement. Donc ça, c'est pour garder en tête l'aspect mondialisation. Nous avons une activité croissante à l'international, plus 7% à peu près par an, alors qu'au niveau national, c'est plutôt plus 1%. Donc là, vous voyez la raison. Deuxième point, maintenant, venons en France et au rôle sur la France. Je suis confronté, la Poste est confrontée à une petite difficulté tout à fait anecdotique, qui est que son marché est en train de disparaître. Le courrier. Chaque année, 6% des volumes du courrier disparaissent, 6-7%. C'est une moyenne. En Europe, certains font moins 3, d'autres moins 10, moins 11, moins 12. Et en fait, les endroits où ça baisse le plus vite, c'est les endroits où l'État a engagé une politique de numérisation. Donc, je prends un exemple très concret, les pays nordiques où, si vous voulez vous adresser à l'administration quelle qu'elle soit, si vous ne le faites pas en numérique, on ne vous répond pas. Alors parfois, dans d'autres endroits, même si vous le faites autrement, on ne vous répond pas non plus, mais ce n'est pas l'objet de notre propos ce soir. Et donc ça, bien évidemment, ça accélère les éléments. Donc je perds, puisque le courrier à la Poste, c'est à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires, je perds au 1er janvier 500 millions de chiffre d'affaires. Notamment tout ce qui est déclaration de revenus maintenant. Alors. Par exemple. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne que nous sommes engagés au niveau local sur des sujets de réorganisation permanente. À la fois pour suivre le mouvement, le courrier baisse, l'e-commerce se développe beaucoup, donc il faut accompagner ces mouvements à la fois dans nos installations, etc. Donc c'est pour ça que chaque établissement postal, bon an, mal an, tous les 3 ans est réorganisé. Parce que le trafic baisse, il faut adapter nos coûts, il faut adapter les coûts. Et en face, on n'a pas que des rigolos. Je pense sur le colis, en face, on a Amazon. C'est un grand client. C'est aussi, ça fait le pendant, aussi un début de concurrent, puisqu'ils livrent de plus en plus eux-mêmes. Donc voilà un peu pour vous donner un peu la problématique dans laquelle on est. Mais aussi, nous sommes, et j'arrêterai là mon propos sur ce point-là, un acteur de l'équilibre territorial. Alors je vais donner des exemples. Alors, il y a des exemples qui sont tellement évidents, c'est tellement habitué qu'on ne se rend plus compte que ça existe. Vous êtes une PME au fin fond de l'Ardèche, mais finalement votre colis a une chance, et vous faites du e-commerce, petit e-commerce, vous avez une chance raisonnable que votre colis arrive n'importe où en France, au bout d'un jour ou deux, et en gros, quelle que soit la zone, il y a de la péréquation tarifaire. Imaginez juste l'absence de péréquation tarifaire, ce que ça pourrait donner sur les acheminements
de colis d'e-commerce, etc. Je parle beaucoup de colis ce soir, pardon, m'en veuillez pas. Donc, c'est des choses auxquelles on est tellement habitué qu'on ne voit pas. Or, le colis et le courrier aussi, depuis quelques années, est une activité en concurrence. Donc, je suis confronté au sujet, avoir une activité de péréquation tarifaire dans un monde en concurrence. Et donc, vous êtes face à des opérateurs locaux qui disent « moi, je peux vous le faire pour moins cher » parce qu'on sait tous que du Paris-Paris, ça coûte beaucoup moins cher que le cloître Saint-Égonnet qu'à les Hautes-Alpes. Voilà. Donc, univers autour du autre point qui vous concerne assez peu probablement dans la salle, c'est que nous avons quelques présences dans les zones urbaines sensibles, dans les quartiers de la ville, comme il faut dire maintenant. Voilà. Donc, on assure la liquidité pour les personnes en difficulté bancaire. Là, donc, c'est la dimension bancaire où nous assurons aussi cette mission. Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples. Après, nous contribuons, faiblement, mais nous contribuons au développement de l'activité e-commerce pour les petites entreprises. Et je vais donner deux initiatives. La première, c'est nous avons ouvert une boutique France sur le site d'Alibaba en Chine. L'objet, donc c'est Alibaba qui essaye de me faire taire, ça ne passera pas comme ça. L'objet est de permettre à des PME françaises qui n'auraient pas la capacité d'avoir un accès direct à Alibaba en Chine, de pouvoir dans une boutique France, donc vous voyez l'aspect sympathique, attirant pour des Chinois, de pouvoir commander sur, et donc c'est des PME françaises qui alimentent ça. Donc il faut faire gaffe un peu parce que les pratiques chinoises sont un peu particulières sur les vêtements, donc si vous vendez des chaussures, ils vous en commandent 5 pour en rendre 4. Ça existe aussi en Allemagne. Donc imaginez dans vos coûts de transport ce que ça peut donner. Hein. Donc il faut faire gaffe un peu, mais sinon ça marche. Et donc on a fait ça. Deuxième exemple, et puis je m'arrête là, c'est juré, c'est sur le développement de l'activité de commerce sur l'alimentaire et l'alimentaire frais. Le boucher local, on voit ça de plus en plus, et vous pouvez maintenant commander auprès d'un boucher à Clermont-Ferrand de la viande, et on vous l'achemine via Chronopost. Donc on a déployé des choses pour pouvoir alimenter et garder le froid et le congeler éventuellement. Et donc on a une filiale de Chronopost qui fait ça. Et donc ça permet à quelqu'un qui était au fin fond d'une région de pouvoir avoir des clients directs dans l'ensemble des métropoles régionales ou nationales. Donc vous voyez, c'est pour donner quelques exemples de notre contribution. Et je me suis laissé dire que vous aviez aussi tenté des diversifications dans certains territoires, par exemple, que eh bien, vous faites le rôle d'écrivain public, non? Ou de choses comme ça, non? Ça, vous faites d'autres métiers que le vôtre, en fait. Alors, on fait d'autres métiers que le nôtre, c'est tout à fait juste. Alors, écrivain public, ça se perd un peu, Ouais. on va dire ça comme ça, avec la numérisation. Mais en fait, ce que nous essayons de faire, c'est face à ce qui est perçu par les gens, qu'il y a une sorte d'abandon des services ou des grandes entreprises publiques des territoires. Le sentiment d'abandon dans les campagnes, qui, d'après quelques études d'ailleurs, ont quelques conséquences sur les votes. En fait, nous proposons soit à des grandes entreprises, certaines l'acceptent, d'autres moins, ou à des grands services publics du style la CNAF, la CNAV, etc., ou à des entreprises d'intérim, en fait, d'assurer une mission d'accueil de premier niveau, grâce aux outils informatiques qu'on a, dans les points. Donc, en fait, c'est quoi la logique? C'est que, voyez, vous situez un service public, la pertinence d'être dans de petites villes où il y a vraiment les toutes petites villes, pour ne pas être en contradiction, dans les villages qui se dévertifient un peu, là, il n'y a pas de sens économique à rester. Si chacun essaye de le faire de son côté, vous voyez bien qu'il n'y aura pas de sens économique pour chaque activité à rester dans les campagnes. Et donc, ce que nous proposons dans des maisons dites de services au public, c'est en fait un élément de mutualisation dans ce qui était des bureaux de poste pour pouvoir accueillir différentes missions de premier accueil. On ne va pas transformer nos postiers en sachant de tous les domaines, mais d'assurer le premier accueil, essentiellement numérique et physique dans les bureaux de poste. D'accord. Monsieur Hélin, alors la donne est un peu différente pour vous. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Voilà. Combien de villages? Il
Il y a à peu près 360 résidences et resorts à travers l'Europe. À travers l'Europe, en France. La majorité, plus de 300. Alors, comme on parle des territoires, là, ce soir, quand vous vous installez quelque part ou quand vous avez le projet de vous installer quelque part, vous faites principalement travailler les locaux? Oui, on essaye, c'est pas toujours facile puisque on est face à un public de directeurs d'achat, donc on sait qu'on est toujours dans une logique parfois de massification. Et donc il faut arriver à lutter contre un peu cette tendance de se dire, tiens, on va prendre notre fournisseur habituel national pour fournir l'alimentation du site ou les achats, peu importe lesquels. Et donc il faut effectivement se plier à cette logique locale parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est carrément une logique d'acceptabilité de nos implantations locales qui sont très contestées parfois, puisqu'on est dans des logiques, dans les territoires les plus sensibles au plan écologique, parfois à des logiques politiques très violentes, puisqu'on a par exemple en Isère un site qui est occupé par des zadistes, vous savez, des zones à défendre, donc par des extrémistes écologistes qui occupent physiquement un site d'implantation depuis plusieurs années. Et donc la discussion... Ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ouais, ça fait... on est propriétaire du site depuis 10 ans. Donc on a quelques millions stockés dans le bilan à ce sujet. Notre-Dame-de-Lande, ça fait 50 ans, donc... Oui, voilà. Mais c'est un peu différent parce que là, on implante un resort de loisirs, vous voyez, donc qui crée des emplois locaux non délocalisables. Il n'y a pas des avions qui atterrissent. Mais les écologistes n'en veulent pas. Voilà, c'est ça. Ils veulent pas qu'on coupe les quelques arbres d'une forêt d'exploitation qui devait être rasée. Mais peu importe. Donc la problématique locale, pour nous, elle est au cœur de la poursuite de la croissance du business. C'est-à-dire que si on ne travaille pas avec le local, c'est fini, on ne se développe plus en France. Parce que le local a un pouvoir de nuisance par rapport à votre projet qui est total. Et que donc pour que votre projet soit acceptable, il y a un travail en amont tout à fait important qui est à faire avec toutes les parties prenantes. On parlait d'écosystème tout à l'heure, c'est exactement ça. Il faut se couler dans l'écosystème local, comprendre la problématique locale. Et si on peut résoudre une problématique locale, un ancien terrain militaire qu'il faut réaménager, etc. Bref, il faut arriver à comprendre tout ça pour pouvoir développer des resorts de vacances qui ont quand même une grande vertu ici en France, c'est qu'elles créent des emplois dans des territoires, elles font venir des gens de l'urbain vers les territoires, et donc elles créent quelque part une activité permanente qui redynamise des territoires régionaux, et on a une richesse en France incroyable dans ces territoires. Laquelle? Tous, enfin tous les territoires régionaux, vous imaginez la richesse géographique en France, quand il s'agit de la montagne, de la mer et de nos belles campagnes historiques parfois. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste des possibilités régionales, mais elles sont innombrables. En termes d'emploi, c'est combien de personnes à chaque fois qui sont issues du territoire en question? C'est la totalité, puisque le site est géré en local. Donc c'est la totalité qui est employée en local. Sauf la direction. Sauf la direction. Non, le directeur, mais il vit localement, il est obligé de s'installer, il achète sa maison. D'accord. Il s'implante en local. Monsieur de Pembroke, qu'est-ce que vous avez à nous... Attendez, je vais reprendre celui-ci parce que l'autre ne marche pas. Quelles sont les zones en France où c'est le plus difficile quand on est un chef d'entreprise, et notamment quand on démarre dans une start-up pour se développer? Mauvaise question. Très bien, vous avez raison de le dire. Non, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des mauvaises zones. Après, déjà, on ne fait pas d'analyse là-dessus au centre des jeunes dirigeants. Je pense que ce n'est pas l'objet de notre organisation. Donc je ne saurais pas répondre à cette question. Je sais juste qu'aujourd'hui on essaye de s'implanter un peu partout parce que des entreprises il y en a partout, il y a des territoires partout qui ont besoin de dynamisme, de confiance et d'optimisme. Comme ça a été évoqué, on travaille beaucoup sur la modélisation de nouveaux modèles économiques, donc basés sur des ressources immatérielles, sur des nouvelles formes de gouvernance. C'est quoi votre rôle, vous, précisément, auprès des chefs d'entreprise? Plusieurs, parce que comme son nom l'indique, le CJD est un mouvement. Donc on a une vie à l'intérieur de ce mouvement. Tout d'abord, c'est d'éveiller les consciences sur la responsabilité d'un chef d'entreprise envers son territoire et envers les hommes et les femmes qui y habitent. Il ne peut pas considérer qu'il appauvrit ce territoire en prenant de l'argent et puis qu'il s'en va. C'est totalement irresponsable. Il y a forcément dans son territoire des voisins, des amis, sa famille. Et je trouve ça suicidaire. Donc de lui faire prendre conscience de ses enjeux et puis après donner les moyens d'agir. Donc aujourd'hui on mène des actions, on croit beaucoup qu'il faut réinventer de nouveaux outils, on se base sur le jeu. Donc on a un jeu qui s'appelle Alliance Poursuite qui permet de mettre en place des stratégies d'alliance inter-PME, qu'on soit client, fournisseur ou autre, pour travailler tous ensemble. On est habité par cette maxime qui dit africaine, facebookienne ou autre, qui dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.
Donc on crée des jeux, on va à la rencontre des politiques, effectivement on constate parfois leur échec, mais ce n'est pas en les fustigeant qu'on va les autoriser à changer. Donc là en ce moment on a créé des rencontres autour d'un joli titre très évocateur, mêmes emmerdes, mêmes enjeux. Et on va partager avec eux un temps d'échange pour leur montrer qu'on a les mêmes emmerdes et qu'on a les mêmes enjeux. Et que peut-être qu'ils ont des outils qui peuvent nous aider, parce qu'on a une posture humble. Si on veut qu'ils soient humbles, commençons par l'être nous-mêmes. Et puis peut-être qu'on a des outils aussi à leur transmettre pour mieux diriger leurs administrations. On a aussi une action avec les responsables et directeurs d'achat autour du Lab Pareto, puisqu'on est convaincu qu'en fait, il y a beaucoup d'implicite dans notre monde, et l'implicite est la plus grande source de quiproquos. Vous pourrez vous en rendre compte dans les conflits que vous pouvez avoir. Et entre un client, un fournisseur ou une administration, c'est tout ce qui est implicite qui va créer un gros problème. C'est quoi l'implicite alors? Dites-nous. Il est implicite, on ne le sait pas. Tant qu'on n'a pas mis un nom dessus, c'est par définition. Et pour lever cet implicite, il faut créer quelque chose que notre monde, je dirais, passé avait fui, c'était l'intimité. Alors pas l'intimité physique, rassurez-vous, bien qu'il peut y en avoir, mais c'est plutôt de l'intimité intellectuelle et émotionnelle. Et il faut créer cette intimité intellectuelle et émotionnelle entre les différents acteurs. C'est ce qu'on a créé au Lab Pareto entre des responsables d'achat et directeurs d'achat de grands groupes et des patrons de PME, parce qu'on ne parle pas la même langue, et puis on croit qu'ils nous veulent du mal. Mais non, c'est juste on ne se comprend pas. Alors que quand on commence à un peu partager un moment ensemble, on se rend compte qu'en fait, on a des mêmes enjeux à partager. Les politiques, c'est pareil. Voilà. On croit beaucoup au fait qu'on est trop petit, le CJD, pour changer le monde, mais on peut peut-être changer notre monde, celui auquel on est connecté. Et donc, on met les mains dans le cambouis tous les jours avec aujourd'hui 4800 à peu près chefs d'entreprise sur le territoire. Monsieur Hélin, comment on fait quand on est justement à la tête d'un projet ou d'un village qui marche? Est-ce que vous arrivez à faire travailler des toutes petites entreprises territorialement? Oui, on y arrive de mieux en mieux. Et je dirais que Vous avez une stratégie pour ça? On a une stratégie pour ça, y compris dans la stratégie achat dont on parlait tout à l'heure et dont des exemples étaient tout à fait justement indiqués sur les slides. C'est-à-dire que le digital permet finalement de gérer l'infiniment petit en local et de fédérer finalement des acteurs qui autrement n'auraient pas pu travailler avec nous. Donc on va organiser des plateformes dans lesquelles on va faire entrer des acteurs locaux qui vont permettre à ces acteurs de